Allons au combat, hurle la guilde des loups de fer qui s'apprête à affronter le boss invincible. La guilde a utilisé tous ses sorts, tiré une tonne de flèches et engagé le combat au corps à corps, mais rien n'a pu égratigner le boss car il renvoyait chaque attaque simultanément. Ce pouvoir est tellement chéaté qu'il a anéanti la guilde entière, ne laissant que de la poussière derrière lui. Après avoir perdu la majeure partie de l'équipe, le groupe avait pratiquement renoncé à sortir vivant de ce donjon. C'est alors que le porteur du groupe intervient, disant au chef de garder ses objets car il allait affronter le boss en solo. Le chef pensait que le gamin plaisantait, mais quand il a sorti son armure super brillante et commencé à bouger si vite que même le boss ne pouvait pas suivre, Blad en est resté bouche bée. Le porteur comprend que les yeux du monstre sont son seul point faible. Il fonce droit sur le boss et lance un sort qui déclenche son bouclier exprès pour le distraire. Le gamin prend son élan, bondit dans les airs et redescend en plantant son épée directement dans les yeux du monstre. Le boss explose et s'effondre, vaincu. Blad n'y comprend rien car c'était la toute première fois que quelqu'un parvenait à terminer ce donjon. C'était quand, putain? Ce gamin s'appelle Sushiro Hayato, connu dans le jeu sous le nom de Joker, et il a déjà atteint le niveau maximum. Il est le seul à avoir terminé 10 des 30 donjons secrets. Tout ça grâce à cette femme, Kokon, la créatrice du jeu. Elle a été assassinée après avoir découvert que le jeu blessait les joueurs et tentait de fermer les serveurs. Mais avant de mourir, elle a transféré son propre esprit dans le jeu. Maintenant, elle est en quelque sorte son guide spirituel. Avant de la rencontrer, Hayato n'était qu'un joueur ordinaire de bas niveau qui se faisait massacrer par des orques. Alors qu'il était sur le point de passer l'arme à gauche, une fille surgit de nulle part comme un ange, lançant un sort de dingue et explosant tous les orques d'un coup. C'est Kaori, une vieille amie à lui. Ce soir-là, ils sont allés dans un bar pour boire un verre et rattraper le temps perdu. Kaori a mentionné qu'elle avait un plan pour farmer une tonne d'or. Comme il était plutôt fauché, Hayato a accepté. Elle lui a tendu un contrat de prêt, où il devait utiliser cet argent pour acheter l'armure du héros, l'équipement le plus chéaté du jeu. Le lendemain, ils se sont dirigés vers une zone de farm secrète appelée le nid du dragon oublié. En guise de démonstration, avec sa tenue d'héroïne, elle a affronté le dragon en face à face et libéré à elle seule une puissance qui a transpercé le boss comme du papier. Le garçon qui se cachait l'a été choqué de l'avoir terminé 2 donjons en un rien de temps et farmer plus de 50 000 essences. Hayato a compris l'astuce et a accepté le marché sur le champ. Ils sont allés directement dans un bureau de financement où il a discuté avec Sonoda, qui lui a dit qu'il avait fait une excellente affaire. Avec sa nouvelle armure et l'argent du prêt, il a commencé à frimer jusqu'à ce qu'un groupe d'assassins débarque, le traitant d'idiot et lui disant qu'il s'était fait arnaquer. Quand les gars lui sont tombés dessus, il a même essayé de se déconnecter du jeu, mais cette zone cachait un secret. C'était une zone PK, et il n'y avait aucune issue. Sorti de nulle part, un mage apparaît, emprisonnant tout le monde dans des chaînes. Mais Hayato n'avait même pas besoin d'aide. Notre héros y est allé seul et les a tous massacrés, tout ça grâce à cette armure complètement chéatée. L'ami qui l'avait aidé n'a demandé que 10% du butin, puis ils ont fouillé un par un les corps des mages tombés pour tout ramasser. Xiaobei utilise le feu de l'enfer de niveau 15, et ça fait un autre set de badlandais. Ça fait déjà 15 millions rien qu'en armure. Un des voleurs tente de l'attaquer, mais Hayato le frappe par en dessous, l'achevant sur le coup. 3 autres essaient d'attaquer, mais ils sont aussi détruits en une seule frappe. Ça fait 9 sets de badlandais, ce qui signifie 27 millions. Sonoda dit que c'est incroyable. Ils étaient tous très bien équipés. Hayato dit qu'il se battait contre un noob, juste un de haut niveau, et il saute vers le gars avec son épée pointée sur sa gorge. Il ajoute que malgré son apparence, il est entraîné au combat. À ce moment-là, quelqu'un utilise un pouvoir de foudre familier, provoquant une énorme explosion sur le mage. Avant de casser sa pipe, Xiaobei dit à son ami de payer ce qu'il a promis, et 10 âmes ont ainsi été dédiées à l'hôtel. Ce sont les conditions secrètes qui affaiblissent le sceau du cristal. L'attaque a été lancée par Kaori. Ensuite, elle utilise le feu de l'enfer de niveau 30 et le lance sur notre protagoniste. Mais Hayato sait que cela n'affectera pas son armure de héros. Cependant, ce pouvoir ressemble à une sphère entourée de piliers de feu. Kaori affirme que son feu de l'enfer est d'un tout autre niveau, puis se plaint à Tsunoda de ne pas avoir pu attraper un petit merdeux pareil. L'homme dit que le garçon n'est pas faible, mais elle insiste en disant que si, parce qu'elle le connaît. À cet instant, Hayato lui demande ce qu'elle sait vraiment de lui, vu qu'elle n'a jamais chassé dans des zones de niveau 70 avec un équipement de niveau 60. Sans une technique affinée, c'est tout bonnement impossible. Kaori est sous le choc de voir le garçon encore en vie après avoir été frappé par son pouvoir. Hayato déclare que cette dernière année, pendant qu'elle se cachait avec l'argent emprunté, il perfectionnait ses compétences, et la fillette va le regretter si elle pense qu'il n'a pas changé. Ensuite, Kaori lance de nouveau sa foudre. Mais, de façon incroyable, le garçon parvient à la parer. Elle lui demande s'il a maximisé la parade, puis elle se prend sa propre foudre en plein visage. Hayato dit que c'est ce qu'il est devenu, mais un symbole orange apparaît autour de lui. Le jeune homme est confus. On dirait même un tremblement de terre, mais les conditions secrètes ont été remplies et la zone secrète s'est ouverte. Et c'est ainsi que notre héros a été téléporté sous terre. C'est là qu'il aperçoit l'esprit d'une femme piégée à l'intérieur d'un cristal flottant. Hayato se demande si c'est un PNJ et touche le cristal. La femme lui semble familière,
et il est écrit qu'elle est la fille qui a perdu la mémoire. Et puis tout explose d'un coup. La fille est libérée et flotte vers lui. Ensuite, elle fusionne avec le garçon, et il reçoit tous ses souvenirs, y compris les plus récents. Puis sa capsule explose purement et simplement, et le garçon en sort complètement en vrac. En fin de compte, il a dû être hospitalisé. À son réveil, il se retrouve face à son ami Xiaobei. Il lui dit que sans lui, le gamin serait mort. Comme il voulait s'assurer que son ami paierait sa dette, il est allé chez lui pour vérifier, et Hayato était inconscient. Et Xiaobei a vraiment cru que le garçon y était passé. C'est alors que Hayato se souvient d'avoir touché le cristal, et dès que la fille est entrée dans son corps, il a ressenti un terrible mal de tête. Et maintenant, tous les souvenirs lui reviennent. Malheureusement, son VRS est complètement foutu. À cet instant, notre protagoniste se met à pleurer car il avait payé une blinde pour ce truc. Dans la salle d'attente, il réalise que le système a dû bugger. 1h30 plus tard, Hayato hurle, essayant de raconter son histoire à deux hommes. L'un d'eux explique que le VRS ne peut rien injecter artificiellement dans le cerveau de qui que ce soit, et qu'il enquête sur l'affaire. Le garçon doit juste patienter un peu plus. À bout de nerfs, Hayato trouve déplorable que les deux hommes ne le croient pas et raconte son histoire encore une fois. Mais l'un des gars murmure qu'ils en ont trouvé la cause. Ce n'est pas une erreur système qui a provoqué l'explosion, mais de l'éau s'écoulant du plafond qui s'est infiltré dans la machine. C'est peut-être parce que le bâtiment est vieux, mais de l'éau fuit d'un tuyau à l'étage du dessus. Bien sûr, le jeune homme refuse d'y croire. Mais l'homme répète que la quête de la fille ayant perdu la mémoire n'a jamais existé. S'il a d'autres questions, il peut passer à son bureau à tout moment. Cela laisse le garçon confus, car si la quête n'existe pas, qu'aurait-il bien pu voir là-bas? Soudain, Sonoda apparaît avec ses sbires, exigeant qu'il rende les objets, sous peine de perdre la vie sur le champ. Hayato ignore comment ces types ont découvert qu'il était à l'hôpital, mais décide de simplement s'échapper. Après cela, il a modifié l'emplacement de vente des objets et est rentré chez lui avec son nouveau VRS. Cependant, les frais sont bien trop élevés. Après avoir payé Xiaobei, il est complètement fauché. Et le dernier set de Badlandais n'a pas de bonnes stats et ne se vend pas. Mais après avoir tout vendu et remboursé ses dettes, il devrait lui rester environ 300 000. Notre protagoniste va maintenant vérifier s'il s'agissait vraiment d'une erreur, alors il retourne à El Eldorado. Mais, apparemment, il n'y a personne. Cependant, il se pourrait que quelqu'un utilise encore la furtivité. Il utilise sa montre de détection, et il n'y a vraiment aucun joueur. Hayato retourne au centre du symbole, qu'il avait mené auparavant à la zone secrète. Une fille à côté de lui demande à quoi il pense, et il explique qu'il cherche une fille à l'intérieur d'un cristal. Elle répond que ça doit être elle, et l'idiot réalise soudain quelque chose. Les deux se dévisagent, confus. Il se met à hurler, et elle lui dit qu'elle n'est pas un fantôme. Hayato touche son visage et remarque qu'il se trouve dans un donjon rare dont personne ne soupçonne l'existence, avec une fille qui connaît le jeu. Elle lui demande s'il la connaît vraiment. Le protagoniste est confus, car si elle était un PNJ, une aura verte apparaîtrait autour d'elle, et la fille mystérieuse entre à nouveau dans le corps de Hayato. Puis elle lui demande s'il pense toujours qu'elle est un PNJ. Le jeune homme trouve tout cela vraiment très étrange. La fille est maintenant minuscule dans sa main, et elle dit qu'elle ne partira que s'il lui dit où il l'a vue pour la première fois. Il marche sur un terrain rocailleux, discutant du fait qu'elle a perdu la mémoire et ne sait pas comment elle a atterri dans ce cristal. Hayato dit qu'il a seulement le sentiment de l'avoir déjà vue, mais il ne sait pas où. Ce qui est étrange, c'est qu'il a activé la quête la dernière fois, mais maintenant elle a disparu. Pourtant, la fille est juste là, à côté de lui. C'est peut-être vraiment un PNJ, et l'équipe de développement a dû lui donner l'apparence d'une célébrité. La fille le gifle, répétant qu'elle n'est pas un PNJ. Hayato est choqué qu'elle puisse le toucher, et la fille affirme à nouveau qu'elle n'est pas un fantôme. Encore dubitatif, il lance une pomme sur la fille, qui la traverse de part en part et tombe au sol. Cela rend le protagoniste encore plus confus, mais elle explique qu'elle ne peut le toucher que parce que c'est lui qui l'a réveillée. Personne ne peut la voir ni la toucher, à l'exception du garçon. Hayato est un peu gêné et intrigué par cette idée. Il dit qu'être un PNJ c'est dur, et elle hurle qu'elle n'est pas un. Mais le jeune homme répond que si elle n'est pas une joueuse, alors elle ne peut être qu'un PNJ. Pendant ce temps, un elfe observe tout et demande à Kaori si c'est le type qui s'est enfui avec l'argent du président Mizuki. La guerrière acquiesce et dit qu'il leur a fait perdre 40 millions à tous les deux. L'elfe rétorque que le morveux a l'air stupide. Kaori dit qu'elle le pensait aussi. Mais le garçon est au niveau maximum en parade, et ils doivent juste récupérer l'armure de héros. Uzumi Shingen, qui est niveau max et l'un des meilleurs joueurs du jeu, déclare qu'il s'attend à être payé 5 fois plus. Kaori lui répond qu'elle paiera bien, alors il ferait mieux de se dépêcher. L'arc prêt, l'elfe annonce qu'il ne lui faudra qu'un seul tir, mais la fille ressent quelque chose d'étrange et pousse Hayato pour lui éviter d'être touché. La flèche ne fait que l'effleurer, ce qui laisse Uzumi complètement sidéré. Kaori pensait qu'il avait fait mouche et Sen réjouissait. Cependant, l'archer est frustré car l'enfoiré a esquivé la flèche, et une contre-attaque suit immédiatement, sans toucher aucun d'eux. Notre protagoniste est maintenant prêt à se battre. Kaori voit de ses propres yeux qu'il a esquivé la flèche et n'arrive pas à y croire. Après tout, Uzumi est le 82e meilleur joueur au monde. Agacé, l'archer prépare une autre attaque,
et celle-ci est si puissante qu'elle crée une onde de choc. Hayato est prêt à parer, mais la mystérieuse fille le frappe de toutes ses forces. Uzumi pense que le jeune homme est au courant pour ses capacités. Puis la fille explique qu'il a délibérément tiré sous des angles qui faciliteraient sa chute et le forceraient à parer. Elle sait que le type possède la capacité de percer une armure supérieure à la sienne. C'est pour ça qu'il tire de cette façon. Mais cet idiot de Hayato n'a jamais entendu parler de cette capacité. Uzumi l'a obtenue il y a quelque temps en récompense d'une quête secrète, et il est le seul au monde à la posséder. C'est impossible que le morveux le sache. Ce n'était probablement qu'une simple coïncidence. L'archer veut frimer parce que Kaori regarde, alors il utilise la compétence de la flèche satellite, mais il ne pourra plus attaquer pendant 3 secondes. La flèche s'est transformée en plusieurs projectiles, et Hayato court pour se défendre. Uzumi se dit que le morveux ne pourra jamais esquiver ça. La fille affirme ensuite que si, il le peut. Il lui suffit de la suivre, et il pourra remporter la victoire. Le protagoniste n'est pas très convaincu. S'il continue de courir, il va mourir, c'est sûr. Alors il ferait mieux de suivre ses instructions car il refuse de les laisser lui reprendre son armure de héros. Alors le garçon décide de suivre ses instructions puisqu'il n'a rien à perdre. Uzumi est intrigué de voir que le gamin cesse d'arrêter de courir. Maintenant, Hayato suit les ordres de la fille mystérieuse, et il crée une énorme explosion qui souffle tous les projectiles d'un coup. Au final, seule son armure subsiste. Souriant, Uzumi annonce que la mission est accomplie, et ils se téléportent tous les deux en bas. Cependant, au moment où Kaori va récupérer l'armure, elle remarque quelque chose. Les objets disparaissent, et une lame surgit près de l'oreille pointue d'Uzumi. C'est Hayato, utilisant l'armure du Badlandais pour se camoufler. Une minute plus tôt, dissimulé par la fumée, Ekazaki annonce que les attaques sont terminées. Maintenant, il faut juste obliger ces deux-là à descendre. La fille inspecte son inventaire, y repère l'ensemble du Badlandais et lui ordonne de s'en équiper immédiatement, car il ne battra jamais un joueur à distance. Il doit se rapprocher. C'était ça, le plan. Mais, malheureusement, Uzumi a réussi à bloquer l'attaque avec son arc. Ensuite, le joueur le plus fort recule d'un bond et prépare une contre-attaque. Mais le protagoniste a été rapide, a saisi l'épée du héros, et est prêt à l'anéantir. La fille crie au jeune homme de faire attention, car Kaori prépare son attaque. Il se retourne à ce moment précis et déclenche une rafale de coups qui envoie la blonde voler au loin. Malheureusement, cela offre à Uzumi une ouverture pour décocher une flèche. Ekazaki le prévient que Hayato doit surveiller son côté droit, et il se tourne d'un mouvement vif. Dès que la flèche s'approche suffisamment, le protagoniste utilise sa parade parfaite, enchaînant directement avec une contre-attaque sans laisser à l'archer le temps de réfléchir. Hayato utilise la guillotine divine et terrasse le 82e meilleur joueur au monde. Cependant, Uzumi utilise la miséricorde de la déesse, ce qui le téléporte vers la ville la plus proche quand sa santé tombe sous les 10%. Kaori, gravement blessé, fait de même. Et les voilà tous les deux qui décampent, l'ego meurtri. Notre Hayato est épuisé, mais sous le choc de sa victoire. Souriante, la fille lui rappelle qu'elle avait dit qu'elle le ferait gagner cette bataille. Cela fait réaliser au jeune homme qu'elle n'est vraiment pas un PNJ, mais bel et bien une déesse de la victoire. Alors qu'il quitte cette zone, Ekazaki lui explique qu'à partir de maintenant, s'il continue de lui donner sa force, il sera victorieux à chaque combat. Le garçon sait qu'elle ne ment pas. Ça fait un bon moment que Hayato a commencé à jouer à Final Kingdom, il est donc conscient de l'énorme écart de niveau entre Uzumi et lui. Ce type était un joueur pro. Aucun doute là-dessus. S'il s'était affronté dans des conditions normales, même avec l'armure du héros, le jeune homme aurait perdu haut la main. Mais grâce à la fille, il a gagné, et avec panache en plus. Après tout, qui est cette fille? Elle demande au protagoniste de l'aider à retrouver la mémoire, et en échange elle l'aidera à devenir le meilleur au monde. La fille ne laissera plus jamais personne le vaincre. Pourtant, Hayato décline l'offre. Revêtu de son armure de héros, il explique que la proposition est super, mais qu'il a déjà du mal à gérer sa propre vie, alors il n'a pas le temps de l'aider. Ekazaki s'exclame que si le jeune homme devient le numéro 1 mondial, il sera un champion et n'aura plus à se soucier de l'argent. Hayato dit qu'elle le fera gagner s'il suit toutes ses instructions, ce qui veut dire que ses seules options sont de la suivre ou de perdre, et il ne veut même pas être célèbre. Après tout, les choses vont très bien comme ça, alors elle ferait mieux de trouver quelqu'un de plus qualifié pour l'aider. Comme elle connaît bien le jeu, ses souvenirs devraient lui revenir rapidement. La fille se désespère quand le garçon se déconnecte parce qu'elle ne peut parler à personne d'autre. Dans le monde réel, Kaori se fait réprimander car le plan a échoué et son patron a perdu plus de 40 millions. Cependant, elle insiste sur le fait que le joueur pro qu'il a envoyé n'était pas à la hauteur. C'est alors que quelqu'un empêche Sonoda de gifler la blonde. L'homme mystérieux déclare que faire tout ce bruit ne ramènera pas l'argent. Kaori devrait être reconnaissante envers le président de ne pas l'avoir giflé. Il demande ensuite si Hayato a vraiment battu Uzumi Shingen, et elle acquiesce, ajoutant que même l'archer en personne peut le confirmer. Un gars ordinaire qui bat un joueur pro qui n'était apparemment pas si talentueux. Le président dit que Hayato pourrait être une carte intéressante à jouer au bon moment. Chez lui, le protagoniste doit effectuer un paiement de plus de 15 millions pour rembourser sa dette. Maintenant, le jeune homme a enfin remboursé tout l'argent de son prêt, et il aurait peut-être dû attendre car il lui restait encore un peu de temps. Les humains aiment vraiment dépenser beaucoup d'argent.
S'il ne fait pas attention, il finira avec rien du tout. Et il y a toujours le problème de Sonoda, qui ne le lâchera pas si facilement, et le monde est petit. Le garçon a 290 000 sur son compte. Il est peut-être un peu cupide, car il pourrait loger dans une chambre plus petite et moins chère, et le protagoniste pensait d'ailleurs voyager un peu à l'étranger. Mais pour le moment, ce n'est qu'un rêve. Mais si on y réfléchit bien, Final Kingdom est aussi une sorte de voyage. Pendant ce temps, la fille est triste depuis une semaine, attendant le retour de Hayato. C'est à ce moment-là qu'il apparaît derrière elle. Elle le serre dans ses bras avec une force absurde. Hayato lui demande pourquoi elle est toujours là, et la fille le supplie de repenser à son offre car ils peuvent trouver un moyen de rendre le jeune homme très riche. Le héros ne comprend toujours pas et n'est pas intéressé, alors il lui demande de trouver quelqu'un d'autre. Mais Akazaki dit qu'il n'a rien à perdre à juste écouter car avec son plan, le garçon ne deviendra pas célèbre. Hayato accepte donc d'écouter et est choquée par ce qu'il entend. Elle lui attrape la main et dit qu'elle va lui montrer. Le sanctuaire maudit est un donjon réputé pour n'avoir jamais été terminé par qui que ce soit depuis le lancement du jeu. La fille explique que s'ils parviennent à le terminer, elle pourra obtenir le livre rare qu'elle désire tant. Mais le protagoniste pense que c'était stupide de la suivre juste pour un livre car cet endroit est terrifiant. Cependant, la fille insiste sur le fait qu'il y deviendra riche. Hayato explique que même si les 5 meilleures guildes du monde s'unissaient, elle ne pourrait toujours pas terminer cet endroit. Et ceux qui y sont entrés ont pratiquement fait un pacte pour ne pas parler des monstres qui s'y trouvent ni du nombre de ces étages. Ils ont seulement dit que c'est un endroit conçu pour qu'aucun joueur ne puisse gagner. Techniquement, pour le terminer, ils doivent attendre un effondrement naturel. Il explique que Final Kingdom est un jeu VR créé par FK Software basé sur un livre, donc les quêtes suivent le scénario de l'œuvre originale. En fait, les connaissances qui en sont tirées affectent grandement les compétences et la stratégie dans le jeu. Sur ce, la fille veut savoir quel est le rapport avec ce donjon. C'est parce qu'il y a très longtemps, un roi démon est descendu sur le continent paisible et y a tout détruit pour mettre fin à la bête. Tous les rois du continent ont rassemblé une armée pour contre-attaquer, mais ils ont été vaincus par la puissance extraordinaire du roi démon. Le prince Édouard du royaume des Aslam a donc offert son propre corps pour sceller le monstre, mais le faire dans un corps mortel signifie qu'il ne pourra renaître que lorsque le réceptacle mourra. Pour empêcher cela, Édouard est entré dans le temple afin de protéger son corps du monde extérieur. Cependant, il y a 500 ans, le corps de l'homme a naturellement commencé à s'affaiblir. Contenir le pouvoir du roi démon est devenu difficile. Ainsi, un jour, une vague de pouvoir des ténèbres s'est échappée du corps du vieil homme, donnant naissance aux 12 seigneurs démons et affaiblissant l'équilibre du monde entier. Dans le jeu, les joueurs ont le devoir d'être des héros et de sauver le monde. Selon la progression de l'histoire, ils atteindront le chapitre 2 au moment où le roi démon reviendra à la vie et où le vieil Édouard mourra. Cependant, certains joueurs pros ont essayé de briser le sceau magique par eux-mêmes, tuant les 12 seigneurs et forçant le chapitre 2, mais ils ont toujours échoué dans le sanctuaire maudit. En souriant, Akazaki déclare que cela signifie qu'ils seront tous les deux les héros qui lanceront le chapitre 2. Cela rend Hayato extrêmement nerveux, qui répète qu'il n'y a aucun moyen de vaincre cet endroit car il a été conçu pour être impossible jusqu'à la mort d'Édouard, mais la fille répond calmement qu'elle sait comment terminer le sanctuaire. La confiance de la fille laisse le protagoniste un peu confus. Elle insiste sur le fait que depuis ce combat, il devrait se rendre compte qu'ils en sont vraiment capables. Le garçon se souvient alors de l'incroyable bataille de tout à l'heure, et elle ajoute que c'est lui qui décide s'il va la croire ou non. De toute façon, ce n'est pas une zone PVP. Donc même s'il meurt là-bas, il ne perdra pas ses objets. Cette fois, le garçon n'est pas seul. Quel mal y a-t-il à essayer? Elle lui assure de leur victoire cette fois encore, et Hayato réalise que c'est la même expression que la dernière fois. Ce n'est pas du bluff. Si ça marche, il va nager dans l'argent. Et c'est ainsi que tous les deux s'y rendent. Le protagoniste entre dans le sanctuaire en mode furtif, portant le set de Badlandais. Pendant ce temps, la fille lui explique que les capacités du mage peuvent annuler sa furtivité s'il ne fait pas attention. Et chaque fois qu'elle donnera le signal, le héros devra attaquer. Mais il y a quelque chose d'étrange dans tout ça, car les missions dans Final Kingdom consistent principalement à devenir un héros tout en battant l'armée du roi démon. Mais là, on dirait plutôt qu'il est un méchant travaillant à la résurrection du grand patron. Ekizaki demande si le jeune homme veut abandonner le livre rare, mais il répond que ce n'est qu'un jeu et qu'il ne veut que l'argent. C'est alors qu'un ennemi l'attaque par derrière, mais la fille est rapide et repousse Hayato d'un coup de pied. Le type est fort, et le jeune homme n'a aucune idée de comment il l'a repéré. Puis le guerrier disparaît, et le protagoniste se rend compte que la créature se cache dans les ombres. Au moment où le garçon s'y attend le moins, un mage active son pouvoir, et sa furtivité s'évapore d'un seul coup. Face à d'innombrables ennemis, il est foutu. Il lance leur attaque et Hayato s'enfuit en changeant d'armure sur place. Pendant qu'il court, une ombre bizarre prend forme. C'est un ennemi gigantesque, mais le garçon est déjà prêt avec son épée de héros, et il parvient à parer le coup tout en plaçant une solide contre-attaque. Hayato commence à utiliser un pouvoir. Cependant, la fille crie que les attaques physiques ne fonctionneront pas. Malheureusement, il est déjà trop tard et le monstre se fait tailler en pièces. Confus, le protagoniste se dit que c'était beaucoup trop facile. La fille s'exclame que si les statues sont brisées, elles se multiplient. Hayato se plaint que c'est la première chose qu'on aurait dû lui dire, et il court pour sauver sa vie,
mais il est complètement encerclé par des guerriers de pierre. Rapidement, notre héros esquive une attaque mortelle de la grosse brute. Au même instant, la statue d'un mage lui lance une boule de feu qui est heureusement parfaitement parée et renvoyée sur l'ennemi, le coupant en deux. Mais la fille crie qu'il se multiplie si l'attaque n'en détruit qu'une partie, mais le garçon n'avait pas d'autre choix. Un être ténébreux se manifeste sur un pilier, prononçant des mots dans une langue inconnue, et les statues commencent à se former à partir des morceaux brisés pour protéger le roi. Apparemment, ce grand gaillard est celui qui compte vraiment. La fille sauve Hayato d'une autre attaque en lui disant de ne pas regarder le type sur le pilier. Un archer lui tire une flèche dessus et la fille lui indique la direction. Le protagoniste réussit à l'arrêter, et elle l'avertit d'une autre attaque que le garçon esquive. Elle ajoute qu'il utilise de la magie maintenant et qu'il tire toutes les secondes. Les statues de mage déclenchent des barrages de sorts sans fin que Hayato esquive, puis il contre-attaque avec son épée de héros. Il demande pour les autres, et la fille répond qu'il n'y a rien à faire. Comme il y a trop de statues, ils vont avoir besoin d'un plan B, et ce soi-disant plan consiste à fuir car ils ne peuvent pas utiliser de parchemin de retour. Après tout, c'est un donjon épique. L'entité sur le pilier observe attentivement le garçon et le suit, mais la fille le remarque et dit à Hayato de faire attention. L'être envoie presque notre héros à sa perte. Puis l'ennemi prépare déjà un autre coup puissant. Le roi de la parade parvient à emparer une autre et envoie l'énorme créature valser au loin dans une onde de choc fulgurante. À l'instant où elle touche le sol, elle lance déjà une charge violente, qui, de façon incroyable, est parée avec succès dans ce combat épique. Hayato lance une attaque à l'épée directement sur l'entité de pierre, mais, évidemment, ça ne suffit pas à la vaincre. Le protagoniste enchaîne donc plusieurs frappes rapides sans aucune pause. Les deux attaquent au même moment, faisant s'entrechoquer leurs armes dans un grondement explosif. Hayato comprend que le monstre ne va pas les laisser s'échapper si facilement, alors il demande à son ami s'il n'y a pas une autre issue. Elle a un plan étrange et le propulse d'un coup de pied vers l'ennemi, ce qui, de manière stratégique, enfonce son épée jusqu'à la garde dans la poitrine de l'entité de pierre. L'arme s'est enfoncée dans son corps de pierre sans pour autant le détruire, offrant au monstre géant une ouverture pour donner un violent coup de pied à Hayato. L'ennemi commence à écarter la blessure de sa poitrine, puis il explose tout simplement en ombre. Le protagoniste est très confus par la situation, mais Ekazaki lui explique que le noyau est son point faible. Hayato aurait pu faire ça plus tôt, mais il a multiplié les statues avant même d'atteindre le boss. C'est une stratégie très difficile à exécuter pour ceux de la classe guerrier. Maintenant, la seule issue est de détruire les statues de pierre jusqu'à ce qu'elles disent qu'ils peuvent partir. Confus, Hayato demande si elles ne vont pas se multiplier, et Ekazaki répond qu'elle a un plan. Le héros continue ensuite avec ses parades parfaites quand le sol commence à se dérober sous ses pieds, car les attaques d'un guerrier sont lourdes, même s'il ne fait que parer. Ensuite, le protagoniste attaque une autre statue, mais la fille lui explique qu'elle porte une armure. Le jeune homme doit donc viser leur coup, et c'est exactement ce que fait Hayato en frappant le point faible de la statue avec son épée. De plus en plus de gardes de pierre sont vaincus l'un après l'autre. Malheureusement, les statues de mages se mettent à lancer toutes sortes de sorts. Ekazaki dit au garçon de tout parer, et c'est exactement ce qu'il fait avec chaque attaque. Ensuite, les sorts retombent sur les statues elles-mêmes, les détruisant toutes jusqu'à la dernière. Ça a l'air d'irriter l'énorme créature, qui prononce quelque chose dans une langue inconnue. Apparemment, c'est la compétence de duplication des ombres. Et, bien sûr, elles reviennent toutes à la vie pour protéger le vieil homme. La taille de l'armée a maintenant plus que doublé. Nerveux, notre garçon s'en remet à Ekazaki, et elle pense que ça va marcher. Elle lance toute leur attaque en même temps, et la fille ordonne à Hayato de passer de l'attaque à la défense. Il part tout, et les archers sont implacables. Ekazaki donne un coup de pied au jeune homme pour lui éviter d'être touché. Ce pouvoir rouge est complètement mortel, mais Hayato est occupé à se défendre contre une attaque directe. On a presque l'impression que le protagoniste a été touché, mais il est déjà passé à la frappe suivante. En accumulant un puissant élan, il fend la statue en plusieurs morceaux. Grâce à Ekazaki qui l'avertit de quelque chose venant de la gauche, le héros parvient à parer les flèches. Cependant, une puissante attaque surgit par derrière le garçon et le frappe à la taille, le transperçant de part en part. Les flèches ne s'arrêtent pas non plus. Ça force Hayato à utiliser une potion d'endurance intermédiaire. Une puissante explosion de poison se prépare dans les symboles violets, et Ekazaki dit au jeune homme de la parer vers l'entité. C'est exactement ce que fait le garçon, ce à quoi la créature ne s'attendait pas. Mais malgré ça, elle réussit malheureusement à s'échapper à temps. De plus en plus de tirs de poison arrivent, et tous sont repoussés vers l'ennemi. L'un d'eux touche le monstre en plein dans l'épaule, et tout son corps commence à se dissoudre. À cet instant, Ekazaki remarque que l'ennemi augmente lentement le nombre d'ombres pour gagner. Ils devront d'abord en finir avec lui, donc la seule option est de dissoudre ce type. Hayato repousse plusieurs attaques en criant que le monstre n'a nulle part où fuir. Et juste comme ça, le boss a été complètement dissous, ce qui fait voler les autres statues en éclats. Ekazaki lui rappelle qu'elle avait dit que ce type était le principal et les contrôlait tous. Tous les deux ont eu de la chance d'utiliser l'explosion de poison 5 fois de suite. Sans ça, ils n'auraient pas gagné. C'est un sort que les sorciers ignorent généralement car il n'inflige pas beaucoup de dégâts. On peut l'apprendre au niveau 50. Cependant, l'un des aspects incroyables de cette compétence est que c'est le seul sort capable de dissoudre les statues en pierre noire.
La seule raison pour laquelle elle lui a dit de continuer à attaquer était d'augmenter le nombre, et par la même occasion, les chances d'obtenir une explosion de poison. Ekazaki prend la main de Hayato et lui dit avec un sourire qu'il devrait passer au prochain étage. Même si le prince Édouard du royaume des Aslam a offert son corps et scellé le roi démon il y a 500 ans, si sa vie prend fin, le monstre géant reviendra. Et plus il s'affaiblit, plus il lui est difficile de contenir le pouvoir du démon. Et voilà, les deux se trouvent dans le sanctuaire maudit au 39e étage, face à un énorme monstre aigle à 3 têtes. C'est le boss final. Si Hayato échoue, tout aura été en vain. Le garçon acquiesce en esquivant une attaque. Chaque gueule crache un type de magie différent, et celle de feu et de glace tire vers le protagoniste. Le maître de la parade réussit à dévier chaque attaque. Sur ce, Ekazaki crie que la croix sur le cou du milieu est son point faible. Alors Hayato lance une charge de toutes ses forces, frappant le monstre de plein fouet. Le griffon hurle de douleur alors qu'il est détruit. Insatisfait, le héros enfonce son épée encore plus profondément. Et quand la bête s'effondre, Hayato monte de niveau. Le voilà maintenant à 75, ce qui est le maximum. Le dernier étage est terminé. Il ne reste plus que le célèbre Édouard. Ekazaki explique que s'il perd son esprit combatif, il perdra, car ce type est plus fort que tous les ennemis qui l'ont affronté jusqu'ici. Et puis la porte s'ouvre. Alors que Hayato répond qu'il sait que Édouard est l'un des plus forts du jeu, l'homme est là, assis sur son trône. Édouard fait la remarque que le morveux a mis les pieds ici en sachant dans quel genre d'endroit il se trouvait. Une aura sombre émane rapidement de l'homme, et sa défense physique chute de 100%. Grâce au sort orgueil du souverain suprême. Édouard se plaint que le gamin a commis le péché de perturber son repos, et la défense magique du garçon chute de 100%. Pendant ce temps, Hayato comprend que cela signifie que même une attaque légère pourrait causer une blessure mortelle. L'homme hurle qu'il doit en payer le prix avec la mort, et son endurance chute de 100%. Sur ce, l'ennemi se lève et se prépare à achever le protagoniste. Ekazaki s'empresse d'écarter Hayato d'un coup de pied. Sans cela, il aurait été tué sur le champ dès la première attaque. Cela éveille les soupçons d'Édouard car le garçon a esquivé même sans endurance. La fille attrape le jeune homme par les cheveux, et il se plaint qu'il est capable d'esquiver tout seul. Cependant, dans le cas présent, sans elle, il aurait perdu la tête. Les attaques de l'arme sombre d'Édouard sont très rapides et puissantes. L'un des coups envoie Hayato voler dans les airs, et l'ennemi s'élance en avant bien trop vite pour que Ekazaki puisse l'aider. Ouais. J'imagine que cette fois, sang est fini du héros. Il le serait, si ce n'était pas le maître de la parade. Les deux épées s'entrechoquent avec un grand fracas, et c'est Hayato qui encaisse l'impact, pas Édouard, ce qui signifie que la parade ne fonctionne pas comme elle le devrait. Le garçon s'écrase violemment contre le mur avec une défense physique et magique à 0. En plus de ça, son endurance a été drainée, et sa parade ne fonctionne pas. Gagner contre un tel adversaire semble impossible. Le garçon réussit tout de même à se défendre un peu grâce à son épée et à son agilité. Cependant, Édouard est assoiffé de sang et a déjà une autre attaque de prête. Un barrage de coups intenses sans aucune pause. Notre héros a du mal à se défendre contre tout ça. Et pour couronner le tout, son épée se fissure. Hayato réalise que ce type l'a ciblé exprès. Encore un coup, et l'épée se brisera en deux. Heureusement, Ekazaki éloigne rapidement le garçon. Cela laisse Édouard très confus. Il se retourne et lance immédiatement une autre attaque vers son épée. Le garçon est étalé par terre avec sa précieuse épée du héros brisée, et elle disparaît. Comme sa durabilité a atteint 0, Ekazaki dit au garçon d'arrêter de pleurer et de rester dans le combat car Édouard ne va pas lui laisser de répit. La fille se réjouit en remarquant que l'ennemi a levé le bras et éloigne Hayato de l'onde de choc. Cela ouvre un trou dans le mur, et Ekazaki dit au jeune homme de courir par là. Il y a là une armure incroyable et flambant neuve. Ceux qui ont combattu le roi démon il y a 500 ans ont laissé cet équipement ici. Édouard le remarque et semble un peu mal à l'aise, car cela lui rappelle ses anciens compagnons. Cet idiot ne peut pas courir car il n'a plus d'endurance. Alors Ekazaki lui attrape la main et le lance d'un seul coup. Cela rend le colosse furieux, se plaignant qu'il va souiller l'équipement de son camarade. L'attaque de son épée crée une vague noire avec des éclairs qui poursuit le protagoniste. L'épée est si proche, mais impossible de savoir si Hayato y arrivera à temps. Une énorme explosion retentit dans la pièce. Ekizaki s'inquiète énormément pour son ami. Le jeune homme se tient devant une épée de lumière. Édouard déclare que Alandit a choisi ce gamin comme successeur. Il ne peut plus lâcher l'épée. Elle est légendaire et inflige 500 points de dégâts. C'est l'épée que son ennemi a utilisée pour sceller le roi démon. Hayato ignore pourquoi l'arme l'a choisie, mais dès qu'il l'a saisie, tous ses niveaux de compétences augmentent de 3, et les malus disparaissent. Notre héros est désormais extrêmement puissant et va utiliser l'épée à son plein potentiel. Ekuzaki crie que c'est l'occasion d'attaquer Édouard. Il fonce en disant que cette épée est encore meilleure que l'épée du héros et utilise la compétence Aondit, qui ne peut être utilisée que 5 fois par jour. On dirait que c'est la fin des Édouard, ou pas, car il contre-attaque. Un gigantesque rayon bleu jaillit de l'intérieur du sanctuaire maudit. Puis, à ses côtés, un sombre rayon noir apparaît. Les deux énergies fusionnent pendant leur affrontement, et tout explose dans une lueur violette, même à l'extérieur. Notre héros est affalé sans armure, sa durabilité ayant atteint 0. Cependant, Édouard semble toujours en parfaite forme. Comme le garçon saigne, il subit des dégâts continus, tandis que l'autre ne semble pas blessé.
Il tend la main vers le héros et utilise sa compétence de sacrifice, restaurant la vie de Hayato au prix de la sienne. À cet instant, Edward confie qu'il a toujours attendu son successeur, et que le garçon manque encore d'expérience. Mais il y a une possibilité. L'énergie de l'homme est transmise au garçon, tout comme ses souvenirs de guerre. Ses amis ont péri, et Edward a juré de ne jamais pardonner au roi démon. L'homme tranchait chaque attaque du monstre, mais il ne pouvait le vaincre avec sa seule force. Edward le savait, mais en enfonçant Alandite dans la poitrine du roi, il pouvait au moins le sceller. Le monstre hurle que s'il le scelle, puisqu'il est mortel, le roi démon reviendra dans ce monde à sa mort. Après cela, l'homme a bâti ce sanctuaire hautement protégé. Car s'il échoue, le roi démon sera de retour. Et sur ce, des années et des années se sont écoulées. Son corps ne pouvait plus supporter de contenir une telle puissance. Il a besoin que quelqu'un d'autre s'en charge. Le pouvoir du roi démon est donc transféré à Hayato, avec pour mission de le garder scellé, ainsi que la capacité d'utiliser des compétences sans consommer de vie, et tout augmente de 20 points. Le garçon dégage maintenant une aura maléfique, choqué de réaliser que Edward avait passé tout ce temps à attendre quelqu'un pour prendre sa place et porter son fardeau insoutenable. De retour dans le donjon, un fracas assourdissant balaie le sol, révélant Edward qui s'effondre en crachant du sang. Hayato court vers lui, mais l'âme du guerrier ne fait que sourire, remettant l'avenir du monde entre les mains du garçon. Avant même que Hayato ne puisse paniquer, l'endroit entre en éruption, projetant un pilier de lumière colossale qui déchire le ciel et déclenche une annonce système mondial. Partout sur la carte, les joueurs s'arrêtent, stupéfaits de voir que la mort d'Edward a ouvert la voie à une nouvelle ère. L'ampleur est si colossale que l'éclair est visible même depuis l'espace, tandis qu'une énergie sombre commence à engloutir les continents, prouvant que le sceau du roi démon a fini par céder. Le système alerte de l'apparition de monstres, révélant une marée de créatures ténébreuses aux yeux rouges, qui se matérialisent vite en une armée démoniaque. N'y comprenant rien, les joueurs sont sous le choc en découvrant que la limite de niveau vient de passer à 99. Un éclat aveuglant domine l'horizon, attirant l'attention de tout le royaume des Aslan, où le roi elfe observe le phénomène depuis son balcon. Ulysse en déduit immédiatement que le héros légendaire a trépassé, mais trouve cela étrange car il était encore bien trop tôt pour qu'il meure. Au centre de tout cela, Hayato reste là à fixer le ciel, déchiré par l'énergie. Hayato continue de fixer le ciel, assimilant encore la mort du héros, jusqu'à ce que Kazaki surgisse de nulle part en félicitant le garçon, affichant un grand sourire en lui révélant qu'il a hérité du titre de Seller du roi démon. Il regarde ses propres mains, incapable de croire à cette nouvelle responsabilité, mais panique en réalisant que le sceau va continuellement drainer son mana. Désespéré, il proteste en disant que ce n'était pas le plan et réclame immédiatement le livre de classe rare, la véritable récompense. Ekizaki lâche un rire nerveux et tente de minimiser la situation, avouant que l'objet était censé se trouver dans les quartiers des Edward, mais que tout a dégénéré. En sueur froide, elle suggère que le livre béni a probablement été réduit en poussière en même temps que le sanctuaire. Le cri de désespoir des Hayato résonne à travers les montagnes du jeu, passant au monde réel où il retire son casque VR, l'âme vidée. Regardant le soleil se lever, il se lamente d'avoir été connecté pendant 2 jours d'affilée, mais l'épuisement cède la place à la panique quand il commence à écumer de la bouche en repensant à l'épée légendaire des Edward, qui est un objet lié et non échangeable. Pour couronner le tout, le titre de Seller est également lié à son compte de façon permanente, le laissant sans aucun profit et avec son armure d'1 million en morceaux. En plein effondrement, il se jette au sol en pleurant cette perte absurde et blâme Ekazaki pour tout, imaginant le fantôme faire un signe de paix moqueur. Tremblant de la tête aux pieds, il tient à peine debout, s'effondrant par terre en avouant qu'il a si faim qu'il n'a même plus la force de se mettre en colère. En voyant l'horloge afficher 6h35, il se désole de ne même pas pouvoir commander à manger, décidant de se traîner dehors pour errer dans les rues désertes à la recherche d'un restaurant ouvert 24h24. Mais ses recherches sont interrompues lorsqu'une camionnette noire le dépasse et s'arrête dans un crissement de pneus, se garant juste à côté de lui. Depuis l'intérieur du véhicule, 3 silhouettes sombres le fixent en silence, ce qui fait écarquiller les yeux des Hayato. Il a des sueurs froides en comprenant que le danger a frappé à sa porte. Le chef leur ordonne de vérifier le visage de la victime, arrachant le sac de la tête des Hayato, et celui-ci cligne des yeux, confus, en se retrouvant jeté au sol et entouré d'un trio menaçant. Ses yeux s'écarquillent quand il reconnaît les ravisseurs, se rappelant la fois où il a battu en solo et dépouillé cette même équipe dans le désert du jeu. L'homme à lunettes en costume hurle, exigeant qu'on lui rende les objets et menaçant de le tuer s'il refuse. En réalisant qu'il a été enlevé pour du butin, il lâche un sourire nerveux, suant à grosses gouttes en comprenant qu'il est complètement foutu. Loin de là, la scène coupe sur un immeuble résidentiel au clair de lune, révélant Shoma étalé sur son lit, râlant de devoir truquer des matchs contre des débutants. Shoma reste allongé, l'air ennuyé, lâchant un soupir en se remémorant la proposition absurde qu'il a reçue. Il sait que les arènes clandestines semblent ignorer des pros, mais en réalité, ces tournois regorgent de vétérans à la retraite. En se grattant la tête, il se rappelle que même ces monstres suçants est haut pour une seule victoire, et serre les dents rien qu'à l'idée qu'on lui ait dit de concourir dans cet enfer. Furieux, il fait un doigt d'honneur au plafond, grommelant que c'est exactement la réponse qu'il aurait dû leur donner sur le champ. Le problème, c'est qu'en pratique, il a fini à genoux entouré d'un gang,
pleurant pendant que les hommes en costume le pressaient d'accepter la combine. Essayant d'oublier cette humiliation, Shoma grommelle qu'il vaut mieux dormir tandis que la ville nocturne envahit l'écran. Loin de là, dans un bureau très éclairé, un subalterne tend un dossier à son patron qui l'ouvre aussitôt pour le vérifier. L'homme en costume sourit en voyant la liste des combattants recrutés, l'employé lui annonçant qu'ils ont attiré les meilleurs représentants des 3 arènes clandestines les plus populaires d'Asie. Satisfait, il salue le travail acharné, conscient que convaincre ces personnes de changer de camp n'est pas une mince affaire. Il fait ensuite glisser une épaisse enveloppe sur le bureau en guise de récompense, poussant le manager à s'incliner immédiatement pour le remercier du bonus. Au lieu de partir, le manager hésite et reste sur place, ce qui pousse l'homme en costume à remarquer son malaise et à lui demander s'il a quelque chose à dire. Le subalterne rassemble son courage pour poser une question, voulant savoir pourquoi ils ont entraîné ce type, Sunwo, dans la combine alors que l'équipe d'élite qui l'ont recruté devrait amplement suffire. Le patron approuve, imaginant des vétérans s'affronter dans des batailles colossales, ce qui remplirait les gradins de fans. Comparant la situation à un crossover épique où Batman et Iron Man se mettraient sur la gueule, il lui assure que la hype de l'événement ferait pleuvoir l'argent des paris sur leur compte. Mais il réajuste ensuite ses lunettes avec un sourire suffisant et demande si l'employé pense vraiment que cela suffira. Le subalterne est abasourdi et demande comment personne n'avait jamais pensé à une combine pareille auparavant. Le patron poursuit son numéro, expliquant que les grandes arènes clandestines préservent leur monopole en graissant la patte de gens de pouvoir. Il affiche un sourire cupide, dépeignant une 3e société injectant de l'argent pour débaucher les joueurs vedettes de la concurrence, laissant leurs propriétaires initiaux écumer de rage. En sueur froide, le manager demande comment ils ont géré ces petits effrontés et entend que la solution a été simple. Les anciennes sociétés ont soudoyé les combattants pour les récupérer. Avec un regard sombre, l'homme en costume déclare que monter une arnaque et prendre la fuite n'est plus une option, révélant la silhouette menaçante d'un gros bonnet fumant un cigare. Cette fois, l'investissement massif vient tout droit du redoutable président Hong. Le patron lance un jeton sur la table, disant qu'il leur faut un vrai joker pour affronter les vétérans, ce qui fait disjoncter le manager lorsqu'il voit la photo de Hayato et hurle qu'il n'est qu'un débutant. Incapable de l'accepter, il baisse la tête avec un profond soupir, mais l'homme en costume lâche seulement un rire sinistre. Reposant son menton sur ses mains, il demande si son subordonné pense vraiment que ce choix était le fruit du hasard, laissant l'employé complètement perdu. Sonoda affiche alors un sourire narquois, ses yeux brillant d'un violet étrange, révélant qu'il a déjà vu le véritable potentiel du garçon à travers son faucon familier. Coupure sur l'oiseau magique survolant le cratère du donjon secret, reflétant dans ses yeux le moment exact où Hayato absorbe l'aura du roi démon devant le héros. Le faucon tournoie dans le ciel, fuyant l'énergie sombre, et plonge vers le maître qui l'attend au sommet de la montagne. Dès que l'oiseau se pose sur son bras, l'avatar de Sonoda absorbe les souvenirs de l'oiseau dans un éclair violacé, voyant clairement le visage de Hayato au milieu de cette aura démoniaque. Les yeux de l'elfe s'écarquillent sous le choc, et à ce moment précis, il voit le gigantesque pilier de lumière du sanctuaire déchirer l'horizon. L'image du jeu se fond dans le visage de Sonoda dans le monde réel, et il arbore un sourire cupide en réalisant qu'il est tombé sur le plus grand secret du serveur. Ne comprenant rien, le manager étalé sur le sol ne peut qu'essayer d'imaginer ce que le patron a bien pu voir pour avoir l'audace de parier l'avenir de l'entreprise sur un gamin au hasard. En marchant dans les couloirs, le manager tombe sur une silhouette adossée au mur, révélant le joueur pro Sojujuk, les bras croisés et ayant l'air de tout sauf amical. Confus, l'homme en costume lui demande ce qu'il fait là à cette heure-ci. Mais Juliuk ignore la question et va droit au but, exigeant de savoir qui est cet enfoiré. L'employé a l'air complètement perplexe, ne comprenant pas de qui il parle jusqu'à ce que Ju serre les dents, précisant qu'il parle du type qu'il a entubé il y a quelques jours. Le manager fait immédiatement le lien, se souvenant de la défaite humiliante du vétéran face à notre héros, et demande pourquoi il cherche le gamin ici de tous les endroits. Jaehyuk affiche un sourire féroce, disant que l'entreprise a aussi perdu des millions à cause de ce débutant et l'a certainement déjà retrouvé. Paniqué, l'homme essaie de dissuader le joueur de cette idée, lui rappelant qu'il s'est fait botter le cul par le gamin même en se battant en duo. Le rouquin serre les dents, bouillonnant de haine à l'évocation de cette humiliation. Perdant patience, il s'élance et attrape le manager par le col, qui recule mais continue de le narguer, lui demandant s'il va chercher des excuses et dire qu'il a juste baissé sa garde. Tremblant d'une pure fureur face à cette provocation, il repousse l'homme en costume et le lâche. Sans dire un mot, il tourne les talons et monte les escaliers, soufflant de colère tandis que l'employé réajuste sa veste et profite de l'occasion pour orienter la conversation. Puis il lui tend un appât. Une nouvelle arène clandestine est sur le point d'ouvrir, et le gamin s'y pointera à coup sûr. Jaehyuk s'arrête net et tourne la tête, intéressé par l'information. Avec un sourire rusé, le manager dit que s'il veut vraiment une revanche, il n'a qu'à s'inscrire au tournoi. Le manager lâche un rire ironique, lui rappelant qu'en tant que joueur professionnel, il serait banni à vie s'il se faisait prendre dans un tournoi clandestin. La scène coupe sur la façade d'un gigantesque stade des ports où la foule en délire regarde un match officiel. Sur l'écran géant, le numéro 32 mondial, Kim Seom-won, charge son adversaire, bandant précipitamment son arc pour se défendre. Le colosse affiche un petit sourire confiant, repoussant la flèche en plein vol d'un coup de poing brutal. Titanium. L'archer claque la langue en voyant son attaque échouer,
laissant sa garde ouverte pour le combattant qui prépare déjà son prochain coup avec son poing rayonnant d'énergie. Sous pression, l'archer active œil de faucon, esquivant de justesse un coup de poing colossal. Avec sa vision améliorée, il zigzague à travers l'arène, se faufilant sous la pluie de coups et laissant le public sans voix. Les attaques le manquent de peu, mais le colosse se contente de sourire, réalisant que l'autre utilise cette compétence pour lire ses mouvements. Déterminé à riposter, il frappe violemment le sol de l'arène, prenant l'elfe au dépourvu. Un bruit sourd déchire l'air, et le tireur est projeté en arrière après avoir encaissé un coup dévastateur. En sang, l'elfe réalise que son adversaire a activé pas rapide, sacrifiant la moitié de sa puissance pour une vitesse absolue. Le colosse se lance dans un combo, certain que même avec une puissance d'attaque réduite, cela reste suffisant pour écraser une cible fragile, et envoie le pauvre gars voler d'un uppercut explosif. Le tireur chute en chute libre, s'écrasant sur le sol de l'arène dans un lourd fracas. Certain de sa victoire, le champion sourit et déclare le combat terminé. Mais alors que la poussière retombe, une flèche incandescente déchire la fumée dans une contre-attaque fulgurante, faisant écarquiller les yeux de la brute sous le choc. La flèche Magnum transperce directement la poitrine du colosse, désintégrant l'avatar en pixels alors que le système annonce sa mort. Épuisé, l'elfe reprend son souffle après avoir renversé la situation du combat. Dans les gradins, personne ne comprend comment il a pu encaisser un coup direct en ne portant que du cuir. Un murmure parcourt le stade jusqu'à ce que le joueur vaincu lui-même ouvre la capsule et dise que l'explication est simple. De retour dans le monde réel, Kim retire ses lunettes d'immersion avec un sourire calme et déduit que l'archer portait une armure de plaque sous ses vêtements. Les gradins sont stupéfaits, un archer en armure de plaque. En sortant de la capsule, le joueur pro regarde le gamin dans les yeux et lui demande s'il a vu juste. Le rouquin soupire et l'admet. Il a mis dans le mille. Le public n'en croit pas ses oreilles, disant que l'armure n'était que du cuir déguisé par un effet de transformation pour en changer l'apparence, puisque l'armure de plaque nécessite au moins 90 en force. Sinon, la pénalité réduit l'endurance et la vitesse de moitié. Le vétéran éclate de rire et dit que cette réponse est simple, elle aussi. Attrapant le garçon d'une manière amicale, il révèle que l'archer n'a pas mis un seul point en dextérité et demande une fois de plus si sa déduction est exacte. L'air agacé, le garçon râle qu'il vienne de balancer son build en direct, mais le joueur pro s'en fiche, lui rappelant qu'ils sont dans la même équipe maintenant. Le stade s'enflamme, essayant de comprendre comment quelqu'un avec une précision de 0 peut encore toucher ses cibles, jusqu'à ce que Kim lâche un léger sourire en coin et le rassure que le gamin tire à l'instinct pur. La foule reste sous le choc au mot instinct, tandis que le rouquin se contente de froncer les sourcils, agacé par toute cette attention. Coupant court à la conversation, il demande au grand gaillard d'arrêter de dévoiler ses secrets et de lui remettre enfin la récompense promise. Le vétéran force un sourire et mentionne l'objet que le rouquin a ramassé il y a quelque temps. La récompense était un parchemin magique scellé. Fixant le garçon, le vétéran réalise que tout le pari n'était là que pour obtenir cet objet, et le tireur d'élite plisse les yeux, lui demandant s'il compte se dégonfler. Irrité, Kim donne une pichenette sur la tête du gamin, puis bombe le torse et dit qu'un vrai homme tient sa parole et qu'il va le lui remettre. Les gradins explosent, hurlant qu'un parchemin de classe rare vaut un appartement de luxe. Ignorant le choc général, le vétéran pointe les capsules et dit au garçon de se connecter pour réclamer son prix. Le rouquin serre les dents, le regard brûlant, se rappelant la fois où il s'est fait écraser dans le jeu et jurant que, cette fois, il aura sa vengeance. Coupure sur le lendemain matin, le jeune homme est affalé sur le lit, ronflant, profondément endormi et bavant sur l'oreiller, tandis que les pensées de Hayato résonnent à travers la transition, promettant de lui faire payer chaque once d'humiliation qu'il a subie. Le jour se lève paisiblement, le soleil se reflétant sur les bâtiments de la ville et illuminant un appartement moderne avec une capsule d'immersion dans le salon. À la télévision, le présentateur annonce la mise à jour majeure de Final Kingdom et commente la façon dont la société vit divisée entre le monde réel et le monde virtuel. Le journaliste explique que l'autre moitié de la population vit concentrée sur Final Kingdom, alors que notre héros s'installe déjà dans la capsule, prêt à plonger dans la nouvelle saison. La visière d'immersion s'abaisse sur ses yeux et confirme la connexion, chuchotant le nom de l'avatar. Le système scannait son iris, projetant la conscience de Hayato directement dans le jeu. Il apparaît dans une ville fantastique, incroyablement bondée, traversant le marché noir de monde avec l'esprit des Kazaki le suivant de près. La fille le gronde pour avoir accepté d'entrer dans une arène clandestine, mais il se contente d'inspecter une nouvelle armure, notant que dans les bas-fonds, il n'aura pas besoin de montrer son visage. En marchant à travers le marché, il explique qu'il peut se battre de manière anonyme car le tournoi est illégal et que seules les personnes invitées par des intermédiaires de confiance peuvent y participer. Le petit fantôme croise les bras et fait la moue, agacé qu'il demande de l'aide dans l'arène, et crie que le marché était de récupérer ses souvenirs. Hayato fait une grimace gênée et rétorque, demandant où elle a été chercher cette idée. Puisque c'est elle qui l'avait attiré avec la promesse d'un parchemin rare, le souvenir du donjon secret apparaît, montrant la bataille absurde où il s'est fait écraser et où son épée a été brisée. Bouillonnant à l'idée qu'il a perdu tout son équipement à cause d'elle, il s'en prend à sa partenaire, mais soupire bientôt de résignation, promettant que cette fois, il l'aidera vraiment si elle lui donne un coup de main pour le tournoi. Le petit fantôme prend une pose de culturiste et promet d'écraser les adversaires comme un jeu d'enfant, ce qui fait sourire Hayato avec confiance.
certain que ses capacités peuvent venir à bout même d'un vétéran. Mais la conversation tourne court quand ses yeux se posent sur un objet étrange, et il ramasse un plastron étincelant qu'il n'a jamais vu auparavant. L'interface du système affiche les statistiques de l'armure de Peterson, le laissant sans voix face au bonus absurde de défense et de PV sur un simple objet de rang B+. En criant, il exige de savoir où le marchand félin a déniché une pièce d'équipement aussi surpuissante, et le chat explique avec désinvolture qu'elle vient du continent de Calo. Voyant son expression vide, le marchand s'étonne qu'il ne soit pas au courant de la plus grande nouvelle du jeu et révèle qu'un continent entier est apparu lors de la dernière mise à jour, le laissant stupéfait. Le félin dévisage le garçon, l'air blasé, ne comprenant pas tout ce choc, et explique que le deuxième acte a commencé quand le héros Edouard a passé l'arme à gauche. Hayato lâche un rire nerveux, se rappelant que c'est lui-même qui a déclenché l'événement mondial, mais le marchand penche la tête, perplexe que le client ignore tout de l'expansion de la carte. En sueur froide, le protagoniste se rappelle que l'éclair de lumière dans le donjon l'a empêché de voir les notifications du système, tandis que le chat insiste sur le fait que le sujet a fait la une de l'actualité dans le monde réel. Pour se couvrir, le gamin se gratte la tête et invente qu'il s'est évanoui pendant 3 jours à cause du surmenage. Le marchand avale l'excuse et révèle que les objets moyens de Calo sont au même niveau que l'équipement de Rand et Aslan, soupirant en se rappelant comment cela a fait s'effondrer les prix à Aslan. En entendant cette plainte, Hayato tourne immédiatement la tête, faisant le rapprochement. Le marché est un chaos total. Des vendeurs crient à plein poumon à propos d'objets absurdes du nouveau continent, le laissant figé alors qu'il réalise que, tellement distrait, il n'avait même pas remarqué le changement. Il part en courant, attiré par la lueur d'un bracelet magique, et inspecte l'accessoire. Il frôle la crise cardiaque, bavant en voyant que l'objet de rang A donne des bonus absurdes en vitesse d'attaque et en réduction du temps de recharge. Une telle combinaison n'apparaît que sur de l'équipement de rang SS. Hors de lui, il bouscule d'autres personnes en se précipitant pour vérifier le stand suivant, attrapant les bottes de combat DRS, qui en plus de la défense double également la hauteur de saut. Le choc est tel que l'objet lui glisse des mains. Tremblant, il essaie de comprendre comment une pièce d'armure lourde donne un tel bonus de mobilité, et, en sueur froide, il réalise qu'il est foutu. Le petit fantôme ne comprend pas son désespoir, et il murmure, terrifié, que la méta du jeu a été complètement bouleversée pendant son sommeil. Innocemment, elle penche la tête et demande si c'est vraiment un si gros problème. Il frôle la crise cardiaque en se rappelant que 3 jours se sont déjà écoulés depuis la mise à jour, plus qu'assez de temps pour que les concurrents analysent la nouvelle méta et montent des builds complètement pétés. Voyant sa panique, la créatrice du jeu lui tapote le dos et affiche un immense sourire, lui assurant qu'elle sait tout sur la nouvelle méta. Les yeux de Hayato s'écarquillent instantanément en comprenant que sa conscience reçoit les mises à jour du système en temps réel. Sans perdre une seconde, Hayato attrape fermement la main du petit fantôme, entraînant sa partenaire pour farmer et s'adapter à la nouvelle méta le plus vite possible. La scène coupe sur une île volcanique isolée au milieu d'une mer orangée. À l'intérieur du cratère, une créature commence à émerger, s'élevant jusqu'aux cieux, mais l'énorme bête semble avoir une indigestion et recrache quelqu'un. On dirait que le MC16 encore fait un boss en solo. Et Hayato prend une pause victorieuse en recevant l'armure maudite du dragon des mers en récompense. Il sourit, ayant enfin terminé son farm d'objets. Loin de là, une torche crépite sur un mur assombri, révélant le tapis rouge d'une imposante salle du trône. Le président Wong demande où en sont les préparatifs pour le tournoi clandestin. Agenouillé, le druide Sung Yoon le remercie pour son généreux investissement, annonçant qu'il a recruté des stars des 3 plus grandes plateformes d'arène clandestine. Alors que beaucoup comptent les jours avant l'événement, Wong caresse sa barbe en remarquant que le tournoi a déjà attiré les plus gros parieurs. Il sourit, les yeux brillants d'avidité, prévoyant bien d'autres candidats en plus de ceux déjà engagés. Le larbin poursuit son rapport, disant que les paris ont explosé, que la récompense battra tous les records et que des vétérans veulent participer à l'événement. Le président caresse sa barbe et demande combien de combattants talentueux se trouvent parmi eux. Puisque les inscriptions sont anonymes, il n'y a aucun moyen de savoir qui se présentera. Loin de là, une sinistre forteresse s'élève sous le ciel nocturne, encerclée par une armée ennemie. Deno, le garçon observe en silence. Le chef de la guilde Triple X hurle, exigeant une reddition immédiate pour éviter un massacre, ce qui arrache un sourire moqueur à celui qui se tient sur le mur. Se moquant de la menace, il déploie une aura violette sur le mur, invoquant un bataillon de spectres pour rééquilibrer les forces. Les troupes ennemies sont stupéfaites par le nombre absurde de soldats de l'enfer qu'il a invoqués, mais le chef les calme, leur rappelant l'arsenal d'armes sacrées qu'ils l'ont apporté. Mais le gamin se contente de sourire avec dédain et claque des doigts. Immédiatement, la nuée de démons violets plonge du haut des murs, chargeant telle une avalanche tandis que la guilde riposte en invoquant un ange géant. La créature divine prend son envol, purgeant les ombres avec des explosions de lumière, ouvrant la voie à l'archer d'élite pour abattre ses troupes. Au milieu du chaos, un corbeau aux yeux luisants observe, jusqu'à ce qu'il batte des ailes et disparaisse dans la nuit avec sa volée. Le champ de bataille se transforme en cimetière de joueurs, les notifications de mort s'affichant alors que les corps tombent en poussière numérique. Le chef de Triple X s'effondre au sol, pleurant et tremblant en réalisant qu'il n'y a pas de salut possible. Pour empirer les choses, un lieutenant fixe le lâche avec un sourire sadique et l'achève d'un coup d'épée. Akado se contente de sourire,
contemplant la pluie de particules et les dégâts causés par son nouveau déguisement de nécromancien. Loin de là, une silhouette encapuchonnée marche seule dans une sombre forêt, ignorant qu'elle est observée par Nox Fugio, la guilde d'assassins la plus mortelle au monde. Sans crier gare, des assassins bondissent des ombres, chargeant à pleine puissance pour anéantir leur cible isolée. Mais la silhouette encapuchonnée ne verse même pas une goutte de sueur. Il tire simplement sur la poignée de son épée, et en une milliseconde, un réseau d'entailles semblable à des lasers déchiquette l'escouade en plein vol. La capuche vole en arrière, révélant Nulf, un chevalier elfe. Il rengaine Sylphid Swift, l'arme légendaire qui tranche à la vitesse de la lumière, et continue de marcher calmement sous l'éclat de la lune géante. Un battement d'ailes disperse des plumes dans le ciel. Fendant le vent avec ses immenses ailes, un archer ailé descend des cieux, prêt au combat. Le tireur est Seo Jayuk. De retour à la base du président, le patron est stupéfait par le nombre de vétérans présents, riant nerveusement et demandant s'ils pourront toujours truquer les paris avec autant de combattants puissants dans les parages. Agenouillé sur le tapis, le druide Seojom lui dit de rester calme, affichant un sourire malicieux tout en l'assurant que les mercenaires engagés sont aussi des monstres. La scène coupe sur une guerrière colossale dévorant un os géant près du feu de camp, tandis que le larbin explique que son historique de défaite n'est qu'une façade faite de matchs truqués. En réalité, la force de ce groupe est surréaliste. C'est d'ailleurs flagrant quand on voit la femme massacrer un dragon rouge légendaire, laissant derrière elle une pile de carcasses en guise d'échauffement. Le larbin révèle que ces mercenaires sont des criminels notoires opérant dans le milieu de la pègre. Coupure sur l'arène souterraine, un colisée géant incrusté dans un désert de feu. Ekizaki reste sans voix en voyant le nombre absurde de joueurs venus s'affronter. Remarquant le regard anxieux de Hayato, le petit fantôme demande ce qui ne va pas et se retourne vers une elfe au masque holographique plantée juste derrière lui. Avec un sourire suffisant, la fille désactive son déguisement, révélant qu'elle est Kim Y-Yoon. Notre gars grimace de dégoût en la reconnaissant et crie, demandant pourquoi elle le suit encore. Tandis que la blonde hausse les épaules comme si elle n'avait même pas voulu venir, elle réactive son masque holographique, affirmant que le patron l'a envoyé pour le guider dans l'arène en tant que compétiteur VIP. Ils entrent dans un couloir isolé. Là, Y-Yoon présente l'invité à un garde massif à lunettes, qui le regarde avec dédain, en disant qu'il ne devrait pas le traiter ainsi juste parce qu'il a battu un pro qui n'a jamais débuté. Hayato bout de rage, se rappelant que ce même type s'est déjà fait botter le cul par lui auparavant, mais il ravale sa fierté et suit le colosse en silence jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un cercle magique rayonnant sur le sol. Le garde dit au gamin de se placer sur le portail lumineux au sol, et le MC obéit, maudissant ce connard arrogant dans sa tête pendant que Ekizaki éclate de rire. Le sort de téléportation s'active, engloutissant notre gars dans une lumière aveuglante et déposant le groupe dans une salle luxueuse bondée de silhouettes masquées. Hayato et les guides se matérialisent en un claquement de doigts, face à une foule qui dégage une puissance brute. De sinistres assassins et des guerriers occupent chaque recoin de la salle. Le MC regarde autour de lui et demande où il se trouve. Le garde à lunettes répond, lui expliquant que c'est la salle VIP pour les joueurs triés sur le volet par le directeur Mas, et qui sont déjà qualifiés pour le tournoi principal. Notre gars déglutit difficilement sous l'ambiance écrasante tandis qu'un géant le toise, les bras croisés. Le garde révèle que les vétérans ont été engagés par le directeur Mas pour jouer les meneurs de jeu du tournoi. En d'autres termes, des mercenaires payés pour manipuler les résultats des combats. Mais comme ce sont des criminels imprévisibles, l'organisation doute qu'ils suivront le scénario. En regardant Hayato, le guide déclare que c'est la raison pour laquelle on l'a appelé le Joker. Avec un sourire moqueur, la brute doute que le petit nouveau puisse gérer ça, ce qui fait grogner Ixaki d'indignation. Le petit fantôme dit au vieil homme de se mêler de ses affaires, insistant sur le fait que son partenaire est invincible. Ignorant la réprimande spectrale qu'il ne peut même pas entendre, le garde bouscule le protagoniste par derrière, laissant le garçon bouillir de haine face à l'audace de ce larbin. Hayato trébuche à cause de la bousculade du garde et se jette sur le canapé, boudant les bras croisés. Un grand sourire brise la glace, révélant l'animateur cornu qui entre dans la salle et remercie tout le monde d'être venu. L'homme va droit au but, expliquant que le tournoi comptera 16 participants. 12 de ces places appartiennent déjà à l'élite rassemblée ici, et les 4 autres seront attribuées lors des qualifications avant le début des phases finales. Traversant le tapis, l'organisateur leur rappelle que l'argent de l'événement provient des combats truqués, arrachant un sourire malicieux à un mercenaire lorsqu'il précise que chacun devra feindre la défaite selon le script de la direction. L'animateur cornu tend la main, demandant avec un sourire que chacun désactive son masque et se présente. Hayato sursaute lorsqu'il entend qu'ils doivent montrer leur visage. Baignant dans des sueurs froides, il se plaint de ne pas vouloir être reconnu dans un endroit aussi louche, ce qui fait soupirer l'elfe des nuits. Hayato panique en entendant que révéler son identité est la norme pour ce tournoi, se demandant en quoi cela a du sens dans un événement illégal. Gardant son calme, Yunxing répond que plus l'affaire est illégale, plus la confiance entre partenaires doit être grande, et que connaître les ex-pros permet d'organiser plus facilement des combats crédibles pour le public. Hayato s'agace quand la blonde se moque de lui parce qu'il est le seul amateur présent. Avec un scintillement numérique, les masques commencent à se dissiper un par un, révélant les visages marqués des vétérans. Les yeux du protagoniste s'écarquillent en les reconnaissant, identifiant le blond décontracté comme le premier champion de la Ligue européenne. Juste à côté de lui,
un guerrier aux cheveux rouges en armure lourde force le respect, suivi d'un homme en trench coat, une légende vivante du jeu. Même s'il n'a jamais fait ses débuts en tant que pro, notre gars reste bouche bée en se voyant entouré d'anciens prodiges de le sport, mais fronce bientôt les sourcils, méfiant. En observant le reste de la foule, il devient curieux au sujet des étranges nouveaux venus, comme est l'Amazone géante et le petit gars à capuche. Tandis que la tension monte dans la salle VIP, l'arène principale tremble alors que la foule devient folle pendant les matchs de qualification. Dans l'arène, un voleur masqué fonce sur un archer qui bondit en arrière et esquive à la dernière seconde. Les deux échangent des coups à un rythme effréné jusqu'à ce qu'il remarque que l'archer ne fait qu'esquiver, épuisant sa propre endurance. Souriant avec confiance, il admet qu'affronter des archers avec des armes à courte portée est un cauchemar, mais il maintient la pression. Il connaît leur faiblesse fatale. Bien qu'ils soient mortels, leur chargement d'une seconde causera leur perte. Même si c'est plus rapide que le temps d'incantation d'un mage, tirer une flèche du carquois crée l'ouverture parfaite pour une contre-attaque. Le voleur explique que cette unique seconde nécessaire pour dégainer et tirer une flèche est la plus grande faille de cette classe, et qu'il suffit de maintenir la pression au corps à corps pour les rendre complètement inutiles. Face à cette rafale d'attaque, le tireur ne fait qu'esquiver et attend que l'endurance de l'ennemi s'épuise. Réalisant la stratégie de son adversaire, l'utilisateur de dagues masquées sourit et révèle qu'il est équipé de la bénédiction des Hermès. Les bots de rang SDElita réduisent à 0 le coût d'endurance pour avancer. L'elfe réalise que son endurance s'épuisera en premier si le combat continue à ce rythme, et claque la langue à l'idée de devoir déjà recourir à ça lors des qualifications du tournoi. Sans autre choix, il prépare une compétence éblouissante, laissant le voleur pantois face à l'éclat de l'arme. La flèche de lumière déchire les airs, forçant le voleur à se jeter au sol pour éviter d'être vaporisé. Le tireur fixe son regard sur lui, ne lui laissant aucun répit. Il prépare son prochain tir, forçant le combattant masqué à effectuer une acrobatie aérienne pour échapper au rayon. Sans perdre le rythme, l'elfe tire 3 flèches de son carquois d'un coup, tandis que le guerrier atterrit et s'élance en avant d'un bond pour réduire la distance. Le voleur approche, certain que réduire le temps de recharge lui garantira la victoire, mais son adversaire relâche simplement la corde de l'arc, tirant sa flèche. À la toute dernière seconde, le gars esquive. Mais sans lui laisser un instant pour souffler, l'archer décoche déjà une autre flèche. Le voleur se fige en voyant le nouveau projectile. Il a à peine le temps de réagir au prochain tir et réalise que le temps de recharge de l'ennemi est tombé à une demi-seconde. Du sang gicle de sa bouche alors qu'une autre flèche lui transperce l'abdomen, confirmant cette folle cadence de tir de 0,2 secondes. Froid comme la glace, Shinjin coche un projectile enveloppé d'éclairs et scelle sa victoire en logeant le tir en plein milieu de son front. La foule est en délire. Au milieu des gradins, un sourire sournois apparaît, révélant Ulysse, le 13e roi des Aslans, qui observe tout de près et remarque que le joueur pro tire 3 flèches à la fois, éliminant les mouvements inutiles et réduisant le temps de recharge à l'extrême. À ses côtés, le serviteur a du mal à se faire entendre et demande pourquoi Sa Majesté est venue à un tournoi clandestin. En riant, le roi dit qu'il voulait voir les combats secrets sur son propre territoire de ses propres yeux. Le laquais insiste. Pourquoi ne pas simplement organiser un tournoi officiel? Il admet que ce serait une excellente idée, mais sourit avec malice en se rappelant que certains joueurs n'apparaissent que dans le monde souterrain. Le laquais est complètement perdu, n'y comprenant absolument rien. Loin de là, dans la salle d'attente, Blad garde les bras croisés, balayant la salle d'un regard perçant. Près de lui, le garçon se recroqueville sur le canapé, en sueur froide, intimidé au milieu de tant de joueurs pros. L'organisateur à cornes s'avance à l'avant de la salle, annonçant que le tirage au sort du tableau principal commence maintenant. Il dit à tout le monde d'activer le mode anonyme, et des lumières bleues balayent le corps des guerriers, habillant la foule avec les skins du jeu pour cacher leur identité. Hayato est surpris de voir les concurrents disparaître soudainement, mais l'elfe à côté de lui lève les yeux au ciel et lui dit d'arrêter d'agir comme un noob parce qu'il se tape la honte. Elle montre du doigt la carte posée sur la table, expliquant qu'il s'agit d'un parchemin de téléportation directe vers l'arène principale. Au moment où il ramasse la carte, Blad lance un regard noir dans sa direction, figeant le fantôme, et Kazaki, sur place. L'atmosphère s'alourdit jusqu'à ce que la magie d'invocation se mette à briller dans toute la salle. La fille déglutit difficilement, pensant que le type aux cheveux argentés la regarde, mais ils n'ont pas le temps de réagir avant que le flash ne les engloutisse tous les deux. Le type aux cheveux argentés est tiré de sa transe par un énorme homme en armure rose, mais il fait immédiatement semblant de rien, disant qu'il était juste perdu dans ses pensées un instant. En activant le mode anonyme, le visage de Blad est couvert de lumière, affichant un sourire sinistre, et il avoue qu'il n'aurait jamais imaginé tomber sur la créatrice du jeu à cet endroit.